Comment ça, je vais me faire remplacer par une IA? Non mais ça va pas du tout en fait votre délire. Attends, je suis sûr que notre invité du jour, il va carrément dire que je suis utile, hein. À moins que... Je vais me faire remplacer? Je crée pour vivre. Je dois livrer demain. J'ai besoin d'aide. Il faut tout reprendre à zéro pour de nouveau atteindre le sommet. Ça fait 2 jours qu'on la répète cette putain de séquence, t'es même pas capable de le regarder. On voulait quelque chose de différent. Et c'est là que mon petit frère a eu l'une de ses meilleures idées. Oui, le monde est différent, vu de mon bureau. Venez voir vous-même, venez. Vous voulez que je parle? Quand je te désigne du doigt, oui. Je veux apprendre tout sur tout. J'aime votre façon de voir le monde. L'entretien, c'est dans un instant, mais avant, les petites consignes d'usage. Je m'appelle David Fressino, je suis scénariste, réalisateur et créatif compulsif depuis plus de 20 ans et je serai votre hôte pendant la durée de cette émission. Merci à vous, auditrices et auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Séquence, nous plaçant régulièrement dans le top 10% des podcasts les plus écoutés de France. Séquence, c'est le podcast dédié à la création sous toutes ses formes avec un nouvel épisode tous les 15 jours le mercredi à 7h du matin. Abonnez-vous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Et pour dompter l'algorithme, une seule chose à faire, mettre 5 étoiles ou un pouce en l'air, l'univers vous le revaudra. Si vous aimez l'émission et mon travail et que vous avez envie de la voir continuer, épisode après épisode, rendez-vous sur Tipeee ou Patreon selon votre préférence. À partir de 5€ par mois, vous recevrez les épisodes une semaine avant tout le monde, sans aucune, je dis bien aucune publicité. Les liens sont dans la description. Merci à ceux et celles qui vont faire ce petit bout de chemin-là avec moi. Mettez-vous à l'aise et tirez vos orteils si vous en avez et bonne écoute, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Tadam! Et mon invité du jour est Philippe Boulanger, nouvel épisode de cette série consacrée à booster vos compétences et acquérir de nouveaux skills comme on dit, et ainsi tout défoncer à la rentrée. Salut Philippe! Bonjour David, comment vas-tu ? Très très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais te présenter brièvement. Tu es docteur en informatique, entrepreneur, auteur, conférencier international et spécialiste de l'innovation. Après avoir créé tes premières entreprises dans les nouvelles technologies dès les années 1980, mon année de naissance, tu as occupé des postes de direction chez IBM, Sagem, Apple, Sony, puis Neopost où tu as supervisé plus de 1100 ingénieurs et chercheurs répartis dans le monde, ce qui devait être un beau bordel. 1100 personnes à gérer, je te soutiens psychologiquement. Aujourd'hui, tu accompagnes les dirigeants et les organisations sur les enjeux d'innovation, d'intelligence artificielle et d'anticipation des mutations technologiques. Cette phrase est beaucoup trop longue. Et avec toi, on va parler d'innovation et d'impact de l'IA du point de vue de la création artistique et de notre quotidien. Ma première question, Philippe, comment je suis sûr que tu n'es pas une IA au moment où je fais cet entretien avec toi? Alors ça, c'est une bonne question. On n'en a pas discuté avant, malheureusement. Sinon, on aurait échangé par téléphone avant et tu m'aurais demandé une information que seuls nous deux étions capables de connaître, de manière à ce que ça serve à... J'ai cette information puisque la première fois parce que pour nos petits auditeurs, nos petites auditrices, petit secret, en général, bien évidemment, on échange brièvement avec les invités, mais j'aime pas trop qu'on creuse trop les sujets parce que je trouve que ça dénature après l'entretien. Mais Philippe, je te disais que je t'ai croisé à un endroit il y a très longtemps, je ne sais plus où, mais tu faisais une conférence et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre ton travail. Donc, tu n'es pas une IA. Voilà, donc je suis pas une IA. Alors maintenant, tu as une autre méthode, c'est la méthode qui est utilisée aujourd'hui maintenant pour identifier des personnes sur des sites gouvernementaux, en tout cas aux États-Unis, où on te demande de tourner la tête à gauche, tourner la tête à droite, et donc de vérifier que tu suis bien les instructions qu'on te demande. Et c'est en général un élément qui est clé. Quelquefois, on te demande aussi de passer la main devant ton visage, parce que ça, les IA en temps réel ont du mal à gérer ça. Et ça permet effectivement de vérifier que tu es une vraie personne et pas un avatar. Voilà. Moi, j'ai une première question parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, tu as vu, l'IA débarque dans nos vies, c'est complètement nouveau, mais je pense que on le sait peut-être pas, mais l'IA est déjà présente depuis très 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 longtemps. Toi, au niveau de ton parcours dans la tech, elle a commencé à devenir usuelle à partir de quand? Alors, j'ai commencé à travailler et être sensibilisé au sujet déjà en 1992. À l'époque, alors le terme d'IA, d'intelligence artificielle, existait déjà, mais c'était pas le terme qu'on utilisait principalement. On utilisait les termes de système expert et de logique floue, et aussi de réseau de neurones d'ailleurs. Hein, ça, c'était les termes qu'on utilisait. Par la suite, quand j'étais chez Apple, j'ai eu une grande discussion avec le patron qui revenait, Steve Jobs, au sujet de l'utilisation justement des réseaux de neurones pour les télécommunications, puisque les télécommunications, c'était mon sujet de prédilection. C'est pour ça qu'Apple m'avait demandé de les rejoindre. Aujourd'hui, l'IA progresse extrêmement vite depuis 3 ans. Pourquoi elle progresse aussi vite ?
Écoute, il y a plusieurs accélérations qui se superposent. Tu as plus de puissance de calcul, plus de données, tu as un nombre incroyable de modèles. Si tu prends par exemple sur Hugging Face, tu sais, qui est la plateforme sur laquelle on trouve les modèles open source, en 2020, il y avait quelques milliers de modèles. Et quand je dis quelques milliers, c'était vraiment de l'ordre de 2000. Au moment où je te parle aujourd'hui, on parle de 3 millions de modèles qui sont publiés sur Hugging Face. Donc c'est exponentiel. Donc on a plus de puissance de calcul, plus de données, de meilleurs modèles, des investissements massifs et surtout une adoption extrêmement rapide par les entreprises et le grand public. Si je donne un exemple qui a été donné par Stanford, Stanford c'est l'université qui se trouve dans la zone de la baie de San Francisco, elle indique par exemple que 78% des organisations utilisaient l'IA par rapport à 55% l'année précédente. Et en fait, on s'aperçoit aussi que le coût d'inférence d'un modèle de langage comme un LLM c'est-à-dire un chat GPT, eh bien, ça a chuté de plus de 280 fois en 2 ans. Donc en fait, c'est devenu quelque chose qui est devenu très très abordable. Et puis alors, l'autre sujet, c'est que c'est plus maintenant un sujet seulement de laboratoire, ça devient un outil quotidien. D'ailleurs, dans mon vocabulaire, je ne parle pas de l'IA comme innovation de produit. Alors l'innovation de produit, c'est pour des entreprises comme OpenAI ou Anthropic, avec Claude. Mais pour les entreprises qui utilisent l'IA, c'est plutôt une innovation de procédé. Parce que ça change la manière de travailler. Ça change la manière de créer, la manière de décider, d'apprendre, de produire. Et c'est pour ça que ça bouscule autant les organisations. Alors qu'il y a quand même un paradoxe. Il y a une autre étude qui a été faite par le MIT, 4 chercheurs du MIT, qui montre que 95% des projets IA n'ont pas de retour sur investissement. Ok. Alors là, tu pourrais me poser la question, pourquoi ? Pourquoi ? Permets-moi de le jouer très mal, mais pourquoi ? Donc pourquoi ? Mais en fait, c'est pas la technologie qui est en cause, parce que la technologie, elle progresse vraiment rapidement. C'est l'accompagnement, c'est l'humain. Tant qu'on n'a pas compris qu'on faisait face de l'innovation de procédés, eh bien, ça va être difficile, parce que très peu d'entreprises sont structurées pour innover. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon ouvrage, d'ailleurs, t'en as pas parlé, je t'en veux. Mes conférences, ou en tout cas pas encore. On va parler de ton ouvrage, t'inquiète pas. Donc c'est pour ça que mon ouvrage, mes conférences et mes ateliers sur l'intelligence innovationnelle, alors là je parle bien d'intelligence innovationnelle, c'est critique et c'est très demandé en ce moment. Parce que ce que je propose, ça permet une adoption réussie de l'IA, parce que justement, je prends en compte la dimension humaine de l'innovation. Et dans le cas d'IA, c'est la dimension humaine de l'innovation de procédés. Et du coup, par exemple, pour nos auditeurs et nos auditrices qui voilà, dans les métiers créatifs, aujourd'hui, on l'utilise parce qu'on génère de l'image, parce qu'on va retravailler un texte, on va corriger de l'orthographe et on va peut-être réécrire des passages, les réduire. C'est quoi la différence entre, effectivement, cette nouvelle notion que toi, tu introduis d'innovationnel ? Alors, l'intelligence innovationnelle, c'est tout ce qu'il faut mettre en place au niveau humain dans une organisation pour que l'innovation puisse arriver. Ok. Et donc, c'est basé sur 2 couches fondamentales qui sont la prise de conscience de comment on fonctionne à titre personnel ou comment on fonctionne au sein d'une équipe. Pourquoi ? Parce que en général, c'est un patron ou c'est une équipe dirigeante qui va définir la vision de l'entreprise, par exemple. Si tu n'as pas de vision claire pour l'entreprise, eh bien, l'innovation ne peut pas arriver parce que c'est l'étoile polaire, la vision. Donc, tu dois utiliser les principes de l'innovation pour aller vers la vision de l'entreprise. S'il n'y a pas de vision ou si elle n'est pas communiquée clairement, eh bien, tu as du déchet partout. Et donc, on perd son temps. Deuxième sujet, c'est un énorme sujet pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique et la culture de l'innovation, qui est très orientée expérimentation et apprentissage. Si tu fais pas ça, eh bien, ou si tu as pas de sécurité psychologique, pour être plus précis, tu vas te retrouver dans des cas où les gens vont plus communiquer, vont plus proposer d'initiatives, ils vont pas forcément dire qu'ils ont des problèmes en utilisant une IA parce qu'il y a des fantasmes sur l'utilisation de l'IA et ce qu'on peut en faire, ils vont pas oser dire que ça marche pas comme prévu. Et Dieu sait que ceux qui la pratiquent savent qu'elle marche pas toujours comme prévu, parce que c'est en général à ce moment-là où on l'insulte. Et en fait, oui, mais c'est comme dans le domaine de l'innovation. J'ai pour l'habitude de dire que quand on innove, rien ne marche parfaitement du premier coup. Et en fait, c'est l'humilité intellectuelle qu'on doit avoir face au processus d'innovation qui est importante. Et en fait, quand on change la manière de travailler avec l'IA, on se retrouve dans cette même situation d'humilité intellectuelle. Il faut être capable de se dire, ça marche pas, pourquoi ? Est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que j'ai mal géré l'IA, j'ai mal dirigé, j'ai mal prompté, si on parle de prompt ? Est-ce que mes données étaient
mauvaise, alors ça c'est un autre sujet de fond pour l'intelligence artificielle, c'est quelles sont les données sur lesquelles on va travailler. Alors, dans le domaine qui est le tien, qui est le domaine du créatif ou de la vidéo, c'est un sujet qui est un petit peu différent, mais si on parle de l'IA industrielle ou organisationnelle, eh bien si tu n'as pas des bonnes données, tu auras des mauvais résultats tout simplement. Donc quelle que soit la qualité de l'IA ou de la manière de la diriger. Est-ce que toi, aujourd'hui, l'IA, c'est une révolution qui est comparable à celle d'Internet, plutôt à celle du téléphone, peut-être celle du Minitel, celle de l'électricité, celle de la machine à vapeur? Tu la situerais où dans cette échelle d'innovation? En sachant que ni toi ni moi n'avons vu le premier train à vapeur, on est d'accord? C'est exact. C'est exact. Alors que pour le Minitel et Internet, on l'a vu arriver. Ah ben, le Minitel, oui, d'ailleurs, c'est ce qui a été le sujet de ma première entreprise, d'ailleurs. Hein. D'accord. J'ai fait des serveurs Minitel sur des Macintosh à l'époque, et j'arrivais à gérer jusqu'à 256 utilisateurs sur un seul Macintosh. Waouh. Ah non, c'était... une autre époque. C'était une autre époque. Et je dirais que c'est aussi structurant que l'arrivée de l'électricité. L'arrivée de l'électricité qui a permis de faire plein de choses nouvelles qui étaient impossibles avant, avec... et tout ce qui en a découlé en termes de communication, en termes de réalisation, d'automatisation. Tu prends les machines à laver, il y avait bien évidemment des machines à laver mécaniques avant, mais l'électricité, ça a complètement changé la donne. En termes de communication, c'est ce qui a permis au téléphone d'arriver, à la télévision, à Internet par la suite. Donc en fait, on a vraiment un sous-jacent qui est structurant, qui est vraiment structurant. Je pense que il y avait un moment avant l'intelligence artificielle et un moment après, comme on a eu un moment avant l'électricité et un moment après. Ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, moi, dans mon métier, c'est assez étonnant parce que les gens n'osent pas trop dire qu'on l'utilise. C'est-à-dire qu'il y a encore cette notion, tu vois, de l'artiste un peu artisan qui fabrique son truc. Mais aujourd'hui, moi, je connais plein de graphistes qui utilisent, tu vois, Midjourney ou ChatGPT pour générer des images, des bouts, des fois, de choses qu'ils n'ont pas le temps de faire, donc ils vont gagner du temps. Mais est-ce que toi, c'est dans tous les secteurs où tu sens une sorte comme ça de tabou d'assumer cette utilisation de l'IA? Et je fais une petite parenthèse, j'ai un ami très proche qui est ingénieur et qui me disait qu'il l'intégrait aussi et qu'il formait sa propre IA avec ses données maîtresses pour pouvoir, comme tu disais, réduire le champ d'erreur de réponse. Mais pour toi, est-ce que tout le monde a fait son coming out IA? Alors tout le monde n'a pas fait son coming out, mais c'est en train de venir. En fait, on a eu effectivement ce tabou pendant très longtemps. Quand on disait qu'on utilisait l'IA, les gens disaient « mais attends, il est paresseux, le niveau de qualité doit être probablement très mauvais ». Et en fait, la réalité, c'est que... Et là, c'est une autre étude qui a été faite par 5 universités américaines, ce qui doit dater de 2024 maintenant, ou de début 2025. Donc des grandes universités. Hein. Il y avait Harvard dedans, il y avait le MIT, il y avait l'Université de Pennsylvanie. Et ils ont démontré avec une étude qui a été faite avec 758 consultants du BCG. Alors BCG, c'est pas le vaccin, hein. C'est le Boston Consulting Group. Ils ont démontré que en séparant les consultants en deux, avec donc des consultants qui n'utilisaient pas un GPT et des consultants qui utilisaient un GPT, que l'augmentation de qualité des travaux des consultants était de 40% quand on utilisait un GPT. Donc en fait, il y a une augmentation réelle de la qualité, mais si encore une fois on utilise bien l'IA, à savoir, est-ce qu'on l'utilise correctement et on vérifie que les données, les résultats donnés sont valides et sont pas des hallucinations. C'était un des grands sujets de l'IA. Mais si on utilise l'IA de manière responsable, on a une véritable augmentation de la qualité. Maintenant, si on prend dans le domaine du graphique, je ne suis pas un graphiste et je ne serai jamais un graphiste. Par contre, l'IA me permet d'illustrer aujourd'hui mes posts, mes publications, que ce soit sur mon blog ou sur LinkedIn, parce que je sais ce que je veux dire, et je n'aurais jamais pu faire appel à un graphiste avant, parce que les coûts auraient été délirants pour moi. Donc ça me permet de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. D'ailleurs, en fait, quand je rentre dans une organisation et qu'on me dit « mais quelles sont les directions qu'on devrait utiliser pour adopter l'IA ?» en général, il y a 2 grandes questions que vous devez vous poser. La première, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer mon job to be done, mes objectifs. Donc ça peut être en termes de productivité, ça peut être en termes de qualité du travail réalisé, mais ça peut être aussi en termes de qualité de vie au travail. Parce que si on fait les choses plus vite et mieux, eh bien, on peut du coup diminuer la zone de stress dans laquelle on est en permanence dans certaines entreprises. Et ça, c'est quelque chose d'important. On sait que
le stress est un facteur. On peut aller jusqu'au burn-out, hein, évidemment. Ouais, bien Mais sûr. on sait que c'est vraiment un vrai problème dans les entreprises, donc pourquoi pas. Donc ça, c'est la première question à se poser. Comment je peux améliorer mon job to be done? La deuxième question qu'on peut se poser, qui est parallèle, hein, qui est complémentaire, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant que je ne pouvais pas faire avant? Et alors là, on a un champ des possibles qui est absolument extraordinaire. Si on prend maintenant, on a tous les logiciels de prise de notes et de résumés, de réunions qui sont absolument pertinents. Hein. Donc, moi, j'utilise ça en permanence. Dès l'instant où j'ai un contact avec un client ou un prospect, je demande si je peux enregistrer la réunion, parce que ça me permet de mieux gérer la chose. Ça me permet de créer un brief qui est numérique, et ce brief, je vais ensuite le mettre en liaison avec ce que je sais faire. Donc, en fait, je lui donne mon livre, par exemple, je lui donne les contenus de mes conférences, et je lui dis maintenant, pour ce client, basé sur ce qu'il m'a dit, recrée-moi un déroulé de conférence qui sera pertinent pour le client. Et ça va me créer un déroulé en quelques secondes. Si j'avais dû faire ça à la main, c'était juste impossible. Et t'as complètement raison, parce que moi je le vois moi dans mon métier, ce qui m'a vraiment impacté, c'est sur les pitch decks, donc les dossiers de présentation, que ce soit producteur ou scénariste. Enfin, on est amené à poser des dossiers, mais comme toi d'ailleurs sur les entreprises. Et c'est vrai que déjà l'arrivée des créations d'images, moi ça a révolutionné beaucoup de choses, parce que dans nos métiers créatifs, souvent, en tout cas quand on n'était pas comme tu le disais très justement graphiste, moi on me disait souvent sur des scénarios, des projets, on me disait oui, mais à quoi ça va ressembler? Et moi, Absolument. Ça a répondu à une question fondamentale. Et ben, ça va ressembler. En tout cas, ça va s'approcher de ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'a même, je vais te dire, redonné goût à devenir. Déjà, j'étais assez hyperactif, mais alors là, c'était un peu n'importe quoi. Après, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Ça libère de la bande passante mentale. Hein. En fait, là, on a une charge mentale permanente. Et le fait de se dire, ça, je peux réaliser rapidement quelque chose qui va être suffisamment pertinent pour communiquer. Et quand je dis suffisamment pertinent, l'objectif, c'est de faire passer un message. Si maintenant le client dit « Ok, c'est bon, je veux fonctionner avec vous », dans ce cas-là, on peut aller plus loin dans la démarche. Mais on peut aller beaucoup plus vite qu'on le faisait avant, et avec finalement un risque qui devient limité pour quelqu'un comme toi ou moi. Si on doit passer 5 heures pour préparer un dossier, et que finalement ces 5 heures ne sont pas retenues, elles sont juste perdues. D'accord ? Donc, si on est capable de faire l'équivalent en 10 minutes, parce qu'on a mis en place les bons outils qui vont bien, eh bien, si le dossier est perdu, on a perdu que 10 minutes. C'est quand même une grosse différence. Hein. Et c'est intéressant, parce que ça soulève aussi une question, et moi, un blocage que j'entends et que je comprends quand on me le présente, c'est oui, mais ça va faire disparaître des métiers, des gens qui vont perdre leur job. Est-ce que toi, c'est une conséquence concrète que tu analyses, ou est-ce que finalement le marché du travail va évoluer, va se muter, j'aurais dit presque? Oui, en fait, l'être humain est éminemment adaptatif. Si je reprends un exemple que j'ai en début de conférence, je fais une expérimentation avec les gens qui sont dans l'audience dans mes conférences. Donc, l'objectif de ma première expérimentation avec le public de mes conférences, c'est de leur montrer que leur cerveau est en mode survie. Et quand on est en mode survie, eh bien, on est éminemment adaptatif. Si tu prends l'arrivée de l'électricité, alors tiens, un autre exemple que je prends souvent, c'est celui de l'arrivée de la voiture, par exemple, aux États-Unis, entre 1900 et 1913. Alors je dis ça parce que j'ai une photo du matin de Pâques à New York en 1900 et aussi en 1913. En 1900, tu vois que des calèches avec des chevaux dans la rue de New York. Et en 1913, tu vois que des voitures. Et la question qui se pose, c'est donc technologie nouvelle qui vient perturber l'ensemble des gens. Que sont devenus les cochers, hein, les personnes qui étaient en charge donc des calèches? Ils sont tous devenus des chauffeurs de voitures. Les calèches sont devenues des voitures. Les étables dans la ville, qu'est-ce que c'est devenu? Ouais, des parkings, des garages. Des garages, absolument. Et les gens qui réparaient les calèches, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont mis à réparer du coup les voitures. Voilà. Et donc, une calèche, un autre nom pour une calèche, c'est quoi? C'est carrosse. Et c'est là que tu vois l'origine du mot carrossier, qui réparait les carrosses. Donc en fait, on voit que même si on a gardé un terme qui est équivalent, en fait, le métier a complètement changé. En fait, les vraies victimes de cette évolution, ça a été les chevaux, puisque les chevaux ont disparu. Mais au niveau humain, on s'est adapté. Il y a un autre exemple que je prends en termes d'évolution technologique qui est criant aussi, c'est l'arrivée des distributeurs automatiques. Ce qu'on appelle les ATM aux États-Unis, hein, c'est ATM, ce qui veut dire Automated Teller Machines, en gros, banquier automatique.
ce qui est un peu plus agressif que distributeur automatique de billets. Nos petits dabs. Le petit DAB, absolument. Et donc, quand les distributeurs sont apparus à la fin des années 70, début des années 80, évidemment, ça a été un tollé général où vous allez supprimer des jobs de banquiers, de personnes au guichet des banques. Et une étude a été faite entre 1983 et 2013 qui a démontré que dans cette période, en fait, on a augmenté le nombre d'employés de banque de 2,5%, alors c'est plus de 2% en tout cas, dans la période. Donc en fait, on n'a pas du tout diminué le nombre d'employés de banque. En fait, on a créé de la valeur ajoutée chez les employés, parce que distribuer des billets à la main, c'est pas un job à très forte valeur ajoutée. On est bien d'accord. Donc en fait, le temps qui a été alloué ou qui a été récupéré, je dirais, pour ne plus donner des billets, en fait, on a pu le transformer en valeur ajoutée pour les clients. Donc le nombre d'employés a augmenté, le nombre de succursales de banque a augmenté. Alors maintenant, elles sont face à un autre problème. Les banques, c'est l'arrivée des néobanques comme Revolut qui vient complètement perturber le jeu. Mais ça, c'est encore un autre débat qui est lié entre autres à l'arrivée de personnes qui pensent différemment. Alors là, on est en plein dans l'innovation. Pour continuer sur ce que tu disais sur l'évolution des métiers, tu prends n'importe quel métier, tu prends le métier de comptable, il y a 50 ans, c'est pas le même métier qu'aujourd'hui. Oui. Donc, on est dans une adaptation permanente. Et si on se pose la question, est-ce que je deviens obsolète ? Ça veut dire c'est peut-être le moment de faire une remise en question et de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour évoluer ? Il y a un autre exemple que j'aime bien prendre, c'est celui de la Suède. Celui de la Suède parce que on avait le ministre de l'Emploi et de l'Intégration en Suède, Ylva Johansson, qui est devenu depuis commissaire européen. Quand on demandait à Ylva Johansson, est-ce que tu as peur des nouvelles technologies ? Elle répondait, non, c'est pas moi qu'il faut demander à un patron de syndicat. Il va vous répondre, moi j'ai pas peur des nouvelles technologies, j'ai peur des anciennes technologies, parce qu'elles nous rendent obsolètes. Et en fait, ce qu'ils ont fait en Suède, c'est que dès l'instant où on gagne du temps avec l'utilisation des nouvelles technologies, automatisation, puis alors maintenant IA, eh bien le temps gagné, il est utilisé pour former les collaborateurs aux nouvelles technologies. Donc en fait, on a un cercle vertueux. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce cercle vertueux, on le met en place partout ? Je suppose que tu as vu dans les annonces, dans les médias, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disaient qu'elles licenciaient parce que l'IA était présente. Alors, la réalité, c'est que c'est pas à cause de l'IA qu'ils licencient. L'IA est une excuse. L'IA est vraiment une excuse. Oui, parce que le contexte économique, je le vois dans l'audiovisuel, le contexte économique est tendu, il y a des licenciements, l'IA fait pas tout, quoi. Non, et en fait, on s'aperçoit, encore une fois, je suis très gourmand d'études qui sont réalisées par des universités ou des grands cabinets de consultants, parce que elles sont plutôt révélatrices. En fait, on s'est aperçu que l'impact sur les métiers était finalement relativement faible sur certains métiers, sur d'autres, ça l'est. Si on prend tous les métiers qui font de la saisie, par exemple, la saisie informatique, eh bien évidemment, il y a un impact qui est très fort. Là, c'est très chaud et il faut faire évoluer les gens vers d'autres métiers. Mais si on prend dans d'autres cas, l'exemple que je prenais tout à l'heure avec les consultants du BCG, qui augmentaient de 40% la qualité de leur travail, en fait, ils ont détecté aussi qu'ils étaient 25% plus rapides et qu'ils faisaient 12% de tâches en plus. Je te supprime les informations derrière la virgule. Mais on pourrait se dire, ok, 25% plus rapide, ça veut dire qu'on a 25% de productivité sur des tâches comme ça, c'est génial, on peut gagner 25% de marge dans les entreprises. Mais non, c'est pas vrai. Oui. D'abord, tout le monde n'est pas consultant. et c'est sur un sujet extrêmement précis, à savoir sur une tâche précise, qu'ils vont gagner 25% du temps. Mais c'est pas leur job, c'est pas d'être en permanence en train de réaliser ça. Il y a des briefings avec les clients, il y a des réunions entre les différents partenaires pour savoir quelle direction prendre. Il y a plein de choses qui sont autour, sur lesquelles on peut pas optimiser avec l'IA. Donc en fait, le résultat de tout ça, c'est qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on disait qu'on avait 25% de gains en productivité, on était plutôt l'ordre de 3% dans des entreprises normales. Oui, parce que tu as des ralentisseurs naturels, parce que personne n'a pas lu son mail, enfin ton client il a dit « ouais mais attends, je pars en vacances, je reviens après ». Tout n'est pas qu'une histoire d'IA. Tout n'est pas qu'une histoire d'IA, et puis en plus, la relation humaine, l'interaction humaine entre les différents collaborateurs, tu peux pas la remplacer par une IA, ça marche pas. Donc, il faut arrêter ce fantasme de dire l'IA va tout remplacer. Ça, j'y crois pas un seul instant. Et pour plein de raisons d'ailleurs. Donc là, je parle de la raison métier, je parle de la raison humaine, mais il y a des raisons économiques aussi, qui font que ça fonctionnerait pas.
Je rebondis sur quelque chose. Moi, je suis à la fois fasciné, intrigué et presque des fois obnubilé par la rapidité avec laquelle elle se développe. Et il y a beaucoup d'experts qui disaient, par exemple, je sais pas, générer des vidéos qualitatives, ça sera dans 10 ans, puis on se rend compte que 6 mois après, c'est opérationnel. J'ai l'impression que le temps se raccourcit entre les prédictions des experts qui disent, voilà, dans, je sais plus qui j'avais entendu qui disait, dans 15 ans, il y aura plus de maladies orphelines parce que il y aura une sorte de supra-IA qui sera capable de décoder ton génome et de créer tout de suite finalement, alors je vais pas utiliser les bons termes, mais un antidote à vaccin pour Parkinson, Alzheimer et compagnie. Est-ce que toi, avec tout ce que tu suis, est-ce que tu constates cet emballement, cette avancée exponentielle de l'IA et de ses capacités? Alors, technologiquement, on est effectivement sur des avancées exponentielles. En fait, je pense qu'un des éléments essentiels de cette avancée, c'est que les premières IA étaient codées par des humains, et maintenant ce sont des IA qui codent les nouvelles IA, en prenant en compte les défauts des IA précédentes. Donc en fait, on a une capacité de reprogrammation des IA qui est sans précédent. D'accord ? C'est vraiment un élément qui est essentiel. Et donc, si on allie cette capacité avec l'augmentation des capacités de calcul, eh bien oui, on a cette exponentialité des fonctionnalités comme celle de la génération de vidéos. Alors, juste pour faire un aparté sur la génération de vidéos, j'ai déposé un brevet en 2005 alors que je bossais pour Sony pour la customisation automatique de vidéos. Alors, je vais t'expliquer le principe parce que c'est assez fascinant. À l'époque, on avait un problème chez Sony, entre autres sur toutes les entreprises qui créent du contenu comme Sony avec Sony Pictures, c'est que dès l'instant où on sortait un film, il était disponible en piratage sur les réseaux, sur Internet, dans les 24 heures, si c'était pas avant la sortie officielle du film. Ouais. Et donc, la question que je me suis posée à l'époque, c'est... Big up à la Corée du Nord pour cette anecdote. Ouais. Et donc, dans le cadre de mes activités chez Sony, j'avais monté un lab d'innovation et la question était, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redonner de la valeur de manière différente au film ? La question que j'ai posée. Et puis j'ai eu une idée qui était tout simplement d'être capable de customiser les films. Alors, je prends un exemple. Tu prends un Harry Potter, même si Harry Potter n'était pas chez Sony à l'époque, mais c'est un bon exemple. Harry Potter, tu le trouves instantanément en version normale sur les réseaux piratés. Maintenant, si tu peux changer le personnage principal ou un personnage secondaire avec un gamin de ta famille, eh bien, du coup, le film va prendre une dimension qui va être nouvelle pour la famille, et la famille sera prête à le payer, et elle sera prête à le payer assez cher d'ailleurs. Et par contre, ça n'aura aucun intérêt pour le voisin, parce qu'en fait, il n'a rien à faire du gamin de la famille. En fait, tu transformes l'expérience grand public en une expérience personnelle. Exactement. Et donc, on a fait des tests. En fait, on avait les moyens techniques avec la PlayStation à l'époque, avec des moyens techniques qui étaient finalement relativement rudimentaires. On avait le moyen de customiser des films. Et l'objectif de Sony à l'époque, c'était de mettre l'équivalent du processeur de la PlayStation dans les télés. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est génial. Imagine, même des séries télévisées à succès. On pourrait par exemple prendre Friends, tu vois. Tu te souviens de Friends ? Bien sûr. Imagine, tu remplaces tous les acteurs par toi et tes copains. Et donc, toutes les semaines, arrive un nouvel épisode, tu sais pas ce qui va t'arriver, on sait juste que les réalisateurs et les dialoguistes sont géniaux pour te sortir quelque chose qui va te faire rigoler, qui te fait déjà rigoler avec les personnages standards, mais quand c'est toi et tes copains, alors là, ça prend une autre dimension. Donc, quand j'ai proposé le projet à Sony, donc, alors, 1, j'ai fait un brevet, 2, le président de Sony m'a dit, Philippe, c'est génial ton truc, je t'ouvre la porte des studios. Donc, j'ai été invité à Sony Pictures, chez George Lucas, chez Pixar. Enfin, c'était finalement, ça s'est pas fait pour des raisons purement politiques d'ailleurs. Mais ça, c'était en 2005. Donc, tu imagines qu'on avait déjà des moyens techniques en 2005 de customiser des films. Donc, ce qu'on fait maintenant, alors, ce qu'on voit avec Gemini Omni, qui vient de sortir la semaine dernière, où tu peux éditer comme avec des prompts des vidéos, mais c'est juste hallucinant, quoi. Ouais. On arrive à un niveau de réalisation qui va faire qu'on peut faire exploser notre créativité. Alors, il se trouve que la plupart des gens disent « Ouais, mais c'est génial, on va voir plein de contenu. » Il va y avoir plein de contenu qui va être absolument pas bon, hein, c'est clair. Oui. Ça va pas remplacer la créativité des spécialistes. En fait, on arrive toujours à la même conclusion. Si on prend un expert qui est augmenté, il est imbattable. Alors, pour moi, il y a un saut qualitatif qui est énorme aujourd'hui, mais reste une frontière. Hein.
Parce que produire une belle image, c'est pas produire une bonne scène. Le cinéma ou les réalisations vidéo, c'est pas simplement une succession d'images réalistes. C'est du rythme, du regard, de la tension, du hors-champ, du silence, du non-dit. C'est des dialogues, des paroles, des émotions qu'on cherche à transmettre. Et ça, aujourd'hui, j'ai du mal avec l'IA sur toutes ses capacités à créer ça. Je pense que l'humain reste vraiment un maître en termes de créativité. En fait, ce que ça crée, ce genre de produit, c'est que ça donne à des personnes qui sont pas expertes, qui sont pas compétentes, l'illusion de devenir expertes et l'illusion de devenir compétentes. Ce qu'on appelle d'ailleurs le syndrome de Dunning-Kruger. Hein, c'est un sujet qui est fréquent dans tous les domaines d'ailleurs. Dès l'instant où tu donnes des outils puissants à quelqu'un qui est pas un expert, il va considérer qu'il devient un expert. Et donc, on voit le cas, d'ailleurs, tu regardes le nombre d'experts sur l'IA aujourd'hui autodéclarés, c'est impressionnant. Ils sont par milliers. De la même manière, on a eu avec le Covid, là sur mon autre métier qui est le métier de conférencier, on a eu une explosion du nombre de conférenciers après le Covid, parce que toutes les personnes qui ont parlé dans un micro devant une caméra pendant le Covid devant 10 personnes se sont considérées comme étant conférenciers. Oui, complètement. Et donc, on est arrivé à une aberration en termes de compétences déclarées, et donc on a la même chose sur l'IA aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il faut faire extrêmement attention, et il y a des gens qui sont excellents. Dans les personnes qui se déclarent experts, il y a des gens que je suis d'ailleurs, de manière régulière, dont j'utilise un certain nombre des apprentissages que j'ai pu avoir grâce à eux, et je m'éclate, parce que je suis un créatif fondamentalement aussi, je suis un innovateur, donc tu as forcément ce côté créatif de l'innovateur qui est là en permanence, et ça me permet de mettre en musique des choses. Mais je suis pas un expert en vidéo, je suis pas un expert en cinéma, et ce que je fais pour être considéré comme étant absolument dramatique. Donc, en fait, je connais mes limites et je suis capable de m'auto-évaluer, si tu veux. Et ça, je pense que c'est malheureusement quelque chose que la plupart des gens sont pas capables de faire. Il y a un point qui est important, c'est que pour toi, c'est quoi les futures grandes tendances de l'IA qu'il faut justement surveiller, sur lesquelles il faut faire une veille dans nos métiers respectifs? Alors, c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, alors évidemment, il y a les agents IA, les fameux agents IA, même si il y a plein de choses qui sont, comment dire. On va vulgariser un agent IA, tu crées en fait un agent, une sorte d'employé virtuel qui va travailler pendant que toi tu fais autre chose. Voilà. Alors pour tous ceux qui sont des managers et on connaît la difficulté à faire travailler un être humain, c'est la même chose avec un agent IA. Très bon parallèle. Et donc, on se trouve dans la situation où tu as des gens qui disent « Ah ouais, c'est bon, j'ai créé des agents IA » et en fait, ils savent pas les gérer. Et donc, ça part dans tous les sens. Et ça peut générer des coûts extraordinaires on explose les coûts. Bon, ok, les agents IA, c'est une des grandes tendances. On a évidemment la vidéo générative. Ça, on reviendra jamais en arrière là-dessus. L'autre grande tendance, c'est les interfaces naturelles. Typiquement, la voix pour piloter des objets, des machines, des IA, ça on reviendra pas en arrière non plus parce que c'est tellement plus simple de parler que de taper au clavier. Moi, je suis quelqu'un qui frappe au clavier de manière, je dirais artisanale. Enfin, bon, même si je me débrouille, je suis pas naturellement humble. Je te le dis tout de suite. Donc, et donc oui, je me considère vraiment pas comme étant quelqu'un qui est rapide au clavier. Et c'est vrai que les interfaces naturelles comme le langage, c'est juste top. Donc, les IA embarquées. Alors ça, c'est un autre sujet qui, à mon avis, va vraiment bouleverser les gens. Alors, les IA dans les smartphones, on les a déjà depuis un certain temps. Oui, complètement. Ça vient corriger les photos de manière automatique. Et ça, c'est pas nouveau. En fait, ça date même d'avant ChatGPT. Donc, on est en train justement d'augmenter ça. Et je pense que la véritable révolution qui va arriver, ça va être l'IA intégrée dans les applications métiers. Alors, vas-y, explique un petit peu ce que ça peut être. Dans les applications métiers, ça veut dire dans n'importe quelle application, tu me donnes n'importe quel métier. Si tu me parles d'édition vidéo, par exemple, dans l'édition vidéo, tu vas avoir automatiquement l'IA qui va corriger ta colorimétrie, qui va faire l'extraction des moments les plus pertinents d'une vidéo. Si tu as la capacité d'avoir une IA qui va générer des points de vue différents, parce que ça, c'est encore un autre truc. Puisqu'on parle de vidéo générative, tu peux très bien avoir une vidéo source sur un plan, et en fait, l'IA peut générer automatiquement des plans différents, des plans caméra différents, qui vont être de côté, qui vont être de trois quarts, en contre-plongée. Enfin, c'est là où c'est vraiment impressionnant.
c'est qu'à partir d'une donnée de base, on peut recréer des données complémentaires. Donc là, je t'ai parlé de la vidéo, mais si on parle par exemple de tout ce qui est... Tiens, je vais prendre un truc qui est un peu plus banal, je dirais, c'est tout ce qui est logiciel de comptabilité, tu vois. Ouais. Avant, les gens devaient saisir les informations. Aujourd'hui, tu balances ta facture directement, le système la reconnaît. Alors, je te parle même pas de la facturation électronique, qui est encore un sujet qui avait été créé avant l'arrivée de l'IA. Mais aujourd'hui, tout ce qui n'est pas facturation électronique, c'est automatiquement scanné, interprété par les IA. Donc, et ça, sans que les comptables, finalement, changent leur processus. C'est justement une amélioration de leur processus. Tu prends dans les voitures, on a la voiture autonome. C'est une application métier, quelque part, pour les chauffeurs de taxi, sauf que ça va remplacer, dans ce cas-là, les chauffeurs de taxi. Alors, tiens, voilà, ça, c'est un autre exemple d'utilisation positive de l'IA, qui peut être considéré comme étant négatif par les chauffeurs de taxi. Si je te dis qu'aujourd'hui, dans le monde, tu as un avion qui est un 737 qui se casse la figure tous les jours, avec 300 passagers à bord. Tu prends plus l'avion. Tu prends plus l'avion, t'en entendrais parler, on est bien d'accord. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'équivalent de 11 avions qui se crashent tous les jours. C'est le nombre de morts. Effectivement. D'accord ? C'est le nombre de morts sur la route tous les jours. Dans le monde entier. D'accord ? C'est à peu près 1 250 000 morts sur une année. Eh bien, la voiture autonome... Ah oui, autre élément, 90% des accidents mortels sont d'origine humaine. Ça va être excès de vitesse, ça va être l'alcool ou une influence différente au volant, ça peut être la fatigue, ça peut être un manque d'attention. Alors le manque d'attention, c'est tiens, je réponds à un email. Oui, à ton téléphone, oui, justement, oui, complètement. Voilà. Et donc en fait, avec la voiture autonome, eh bien, on va avoir la possibilité de supprimer toutes ces causes de mortalité qui sont liées à l'humain. Donc là, c'est un cas où effectivement, on se dit, bah ouais, ça c'est cool. Par contre, l'inconvénient, c'est que tous les gens qui sont des chauffeurs de taxi aujourd'hui pourraient ne se retrouver sans job. Ça c'est le risque à côté de ça. Même si je pense que de toute manière, il y aura toujours des chauffeurs de taxi pour des raisons différentes. Mais bon, et ça montre un petit peu, si tu veux, à chaque fois que quelque chose arrive avec l'IA, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. C'est la manière dont on va appréhender le sujet qui va faire la différence. Et dans ce cadre-là, on peut prendre d'autres exemples. Hein. Tu prends un couteau, tu peux faire une super recette de cuisine, tu peux tuer quelqu'un. Ouais. C'est pas le couteau qui est le problème, c'est la manière dont on va l'utiliser. Même chose avec l'atome. On peut faire aussi bien une centrale nucléaire pour avoir de l'énergie décarbonée, comme on peut faire une bombe nucléaire. Donc, l'utilisation va définir la manière dont on peut utiliser l'IA. On peut l'utiliser de manière très positive, dans la créativité, dans l'amélioration de la qualité de plein de choses. Et malheureusement, on peut créer des armes autonomes qui vont être utilisées sur des champs de bataille. Rappelons que Skynet dans Terminator, c'est une intelligence artificielle à la base. Regardez Terminator, c'est un très bon film. Et j'ai une discussion souvent avec je le cite, François Châtelain, qui est un motion designer qui depuis s'est reconverti en artiste IA, avec qui je collabore de temps en temps. Et nous, on a un grand sujet qui nous passionne, c'est le temps de liberté que va nous offrir l'IA. Parce que comme tu disais, en fait, comme on contracte en fait le temps de travail, qu'on va s'alléger d'une charge mentale, et tu le disais par exemple en citant l'exemple de la voiture autonome, mais qu'est-ce qu'on fait ? Quand on conduisait 10 heures de route, on tenait pendant 10 heures le volant, mais là, on va avoir 10 heures de liberté. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps libre que certains experts nous prédisent comme étant abondant dans le futur ? Donc, je suis un peu un utopiste, donc je me dis, elle serait formidable que tous les gens, un peu comme le moment du Covid où les gens étaient chez eux et que d'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient juste jardiner, bouquiner, prendre du temps pour eux. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps libre qu'on nous prédit ? Et est-ce que tu nous le prédis aussi ou je me plante peut-être fortement ? T'as compris que j'avais besoin de vacances. Alors, je dirais pas que tu te plantes fortement. En fait, ça va vraiment dépendre de chacun. Tu vas avoir des personnes qui vont dire « Oui, je gagne en qualité de vie au travail, j'arrive à réduire mon temps de travail de manière conséquente. » Alors, je te parle pas des entrepreneurs qui te font des posts sur la plage en disant « Moi, je travaille plus qu'une heure par jour. » Bon, ça, c'est... Ah, les influenceurs du business digital worker. Absolument. Donc, non, je pars pas dans cette voie-là. La plupart des gens vont utiliser le temps disponible pour faire des choses qui sont toujours pertinentes dans leur travail. Donc, en fait, c'est une augmentation de la productivité de manière naturelle. Dans certains cas, on considère d'ailleurs que c'est un facteur de stress supplémentaire parce qu'on fait des choses beaucoup plus rapidement et donc, quand on est payé pour un certain temps de travail, évidemment,
La tentation de l'employeur, c'est de dire, bah non, tu vas continuer de travailler, tu as juste augmenté ta productivité. Moi, je considère que c'est une opportunité pour ramener effectivement de la qualité de vie au travail. Maintenant, chacun est libre de ses choix. Moi, je sais que le temps que je gagne en utilisant l'IA sur mes différentes activités, ça me permet de continuer à faire des recherches dans mes domaines d'activité, justement, parce que ça, c'est ce qui me passionne, hein, c'est expérimenter, c'est innover, quand je fais une conférence sur l'innovation, je considère par exemple qu'elle doit être innovante. Donc, c'est une histoire de congruence, d'accord ? Donc, je vais chercher des éléments complémentaires qui vont me permettre de rendre mes conférences encore plus pertinentes et innovantes. Et parce que c'est là où je me fais plaisir. Donc, c'est là où je me fais plaisir. Je me fais plaisir, évidemment, à transmettre. Et donc, tous les outils qui me permettent de le faire, eh bien, c'est là où je vais continuer à investir mon temps. Il y a d'autres personnes qui vont dire « Non, mais ok, c'est cool, Philippe, mais à partir de 5 heures le soir, tu devrais arrêter pour faire autre chose. » Et c'est vrai que, par exemple, quelque chose que je fais maintenant que je ne faisais pas avant, c'est que je m'entretiens beaucoup plus physiquement. Et c'est d'autant plus important que je commence à être âgé, n'est-ce pas ? Mais pas du tout, pas du tout. Vous qui nous écoutez, pas du tout. Il est svelte, il a encore plein d'acné, des grosses lunettes, et il vient d'avoir son bac. Donc, non, mais on sait que s'entretenir physiquement et ne pas perdre sa masse musculaire, c'est extrêmement important. Ouais. Et donc, je fais plein d'expérimentations pour savoir qu'est-ce qui me convient, puisque, comme tu as compris, je suis quelqu'un qui expérimente en permanence. Donc, j'en profite pour essayer de trouver ce qui me convient le mieux pour justement être en pleine forme. Il y avait, je rebondis sur la discussion que j'ai avec mon pote François. Nous, on a aussi des questions par rapport à, notamment Sam Altman en a parlé, c'est de cette taxe IA. C'est-à-dire que l'IA, à un moment, va être capable de générer de l'argent. Elle peut faire des économies. Elle va peut-être pouvoir même gérer des budgets d'État. Lui considère qu'il y aura du coup moins de travail humain et que en taxant l'IA, ça permettrait de créer un revenu universel. Alors, c'était ce que j'avais entendu de lui il y a très longtemps. C'est quoi ta position là-dessus ? Est-ce que, en plus d'avoir des vacances et du temps libre, est-ce qu'en plus on va me payer pour y rester ? Alors, j'ai un avis. En fait, dans la Silicon Valley, il y a un fantasme de Sam Altman, de Elon Musk, des dirigeants de Figure AI et ainsi de suite, qui est de dire on va pouvoir remplacer absolument tous les boulots avec des robots ou de l'IA. Alors, c'est le but qu'ils poursuivent tous, et en même temps, je suis absolument persuadé que ça ne peut pas fonctionner. En fait, il y a un système d'autorégulation qui va se mettre en place. D'abord, si on parle de taxe IA, ça veut dire quoi ? On va taxer quoi ? Est-ce qu'on va taxer le modèle ? Est-ce qu'on va taxer les robots ? Est-ce qu'on va taxer le gain de productivité ? Est-ce qu'on va taxer le poste supprimé ? Est-ce qu'on va taxer le chiffre d'affaires généré par l'automatisation ? Donc en fait, c'est pas clair. Ça commence comme ça. Mais ensuite, si tu réfléchis bien et que tu dis, les personnes perdent leur boulot, s'ils ont plus de revenus, on n'a plus de taxes, on n'a plus d'impôts sur les revenus, on n'a plus de TVA qui sera payée. Donc ça veut dire que l'économie de l'État ne fonctionne plus. Tu penses que l'État va laisser faire ça ? C'était drôle parce que pour régler la question, il disait mais est-ce que l'État doit pas être géré par une IA en fait ? Mais ça change pas le débat parce qu'en fait l'État, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Il va créer quand même des systèmes avec des infrastructures, il va maintenir des infrastructures et ça c'est payé par les revenus, enfin les différents impôts aussi bien au niveau des entreprises que des particuliers. Donc si tu n'as plus de revenus, tu peux plus gérer les infrastructures. Ça marche pas. Donc en fait, le principe de base, c'est en fait un principe de domination capitalistique qui est créé par les entreprises de IA de la Silicon Valley, qui savent très bien qu'elles ne pourront pas remplacer tous les jobs. Mais la réalité quand même, c'est qu'on fait face à deux problèmes aujourd'hui existentiels dans les pays sous-développés. Les pays développés, pardon. Là, j'ai bugué. Le lapsus. On a deux problèmes fondamentaux. Sur certains jobs, on n'arrive pas à trouver des employés. Donc, l'exemple dans le domaine de l'Horeca en France, on a 200 000 postes ouverts parce que c'est un métier qui est dur, qui est mal payé, avec des horaires pas possibles. Alors, Horeca, c'est hôtel, restauration, café, pour préciser pour les gens qui connaissent pas. Comment on fait ? Comment on fait dans ce cadre-là ? L'utilisation de robots pour compenser des employés qui ne sont pas disponibles, pourquoi pas ? Là, ça peut faire du sens, tu vois, parce que on vient pas supprimer des jobs, on vient remplir un trou qui est absolument abominable. Le deuxième problème qu'on a, qui est un problème fondamental aussi, et à mon avis qui est très très mal adressé par nos gouvernements actuels, c'est le problème de la décroissance démographique.
C'était une des questions que j'avais après justement sur les différences qu'on a avec... Alors tu parlais des pays sous-développés, j'ai parlé de pays émergents qui ont une masse de population énorme, et c'est marrant, c'est que l'arrivée de ces technologies ont tendance à faire baisser la natalité. Alors oui, Est-ce que c'est l'augmentation du niveau de vie? Ça peut être l'augmentation du niveau de vie, ça peut J'ai être bien dévié, hein. Ça t'as carrément dévié, oui. donc avant de s'intéresser aux pays émergents, je pense qu'il est intéressant de s'intéresser à notre pays et aux pays développés. Aujourd'hui, en France, on est à un taux, alors ça s'appelle le taux conjoncturel de fertilité de 1,53. Ça veut dire 1,53 enfants par femme. Il faut être à 2,1, ne serait-ce que pour stabiliser la population. D'accord. Donc, on est en décroissance démographique. Ça veut dire que des personnes qui vont partir de leur emploi pour aller dans une autre organisation, on va avoir du mal à les remplacer. Les personnes qui partent en retraite, on va avoir du mal à les remplacer. Donc, on va avoir un problème d'embauche qui va être absolument dramatique. Dans certains cas, dans certaines entreprises, c'est déjà le cas. Et il y a 3 solutions aujourd'hui pour venir traiter ce problème. La première solution, c'est évidemment demander aux femmes de faire plus d'enfants. Alors déjà, il faudrait qu'elles soient d'accord. Et là, bonne chance. Ouais. On est d'accord que c'est pas un mouvement de pensée très moderne de dire aux femmes, bon, ça serait bien quand même que vous mettiez à travailler un peu et faire des enfants. C'est entre autres la raison pour laquelle aux États-Unis, les républicains essayent de supprimer tout ce qui est avortement. D'ailleurs, c'est une des raisons sous-jacentes qui n'est pas décrite, mais on a aussi ce problème aux États-Unis. Deuxième solution, qui elle est politiquement extrêmement dangereuse, c'est évidemment l'immigration. Puisque si on a des personnes si on a une décroissance démographique, un des moyens de regonfler la population, c'est évidemment de faire venir des personnes au sein du pays avec l'immigration. Éventuellement, immigration choisie, ce que cherche à faire l'Italie, par exemple. Ouais. Alors d'ailleurs, c'est un cas qui est intéressant. On a aujourd'hui une première ministre italienne qui est d'extrême droite, qui était contre l'immigration, et elle a mis en place des visas d'immigration choisie pour faire venir les compétences qui vont bien en Italie. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des discours qui sont intéressants politiquement. Ouais, parce qu'en fait, si je comprends ta pensée, c'est qu'en fait, à un moment, devant le fait accompli, ils n'ont pas le choix parce que sinon, à un moment, le pays tourne pas, en fait. Exactement. Et la troisième possibilité, évidemment, pour compenser la décroissance démographique, c'est l'IA et les robots. Hein. Donc, alors, la solution globale va être probablement un mix des trois. L'État cherche à avoir plus d'enfants, ça c'est évident, mais ça prend du temps en plus. Hein. Ouais. Donc, les effets de ce que peut faire l'État vont prendre du temps. Si on prend des pays qui sont en détresse démographique, donc il y a la Corée du Sud, il y a le Japon. Au Japon, on estime que le dernier enfant japonais va naître en 2100, avec le taux de décroissance qu'ils ont aujourd'hui. D'accord. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Et est-ce que c'est une décroissance, enfin, est-ce que c'est un problème de taux de fertilité aussi lié à une baisse de volonté de faire des enfants? Parce que si dans moins de 100 ans, il n'y a plus de naissance au Japon, c'est étonnant comme chiffre, quoi. Alors, c'est étonnant comme chiffre. En fait, il y a différents phénomènes conjoncturels et culturels. Dès l'instant où on se retrouve dans une situation où il y a une certaine anxiété par rapport au futur. Alors, l'anxiété qui peut être liée au niveau de vie, tout simplement. Parce que même si on a un niveau de vie qui est assez élevé dans les pays développés, on a quand même pas mal de personnes qui rament. Oui, je le vois sur des gens plus jeunes qui disent, j'ai pas forcément envie d'avoir un enfant parce que je sais pas où le monde va, parce que exactement. Il y a de la guerre. L'IA, je pense, rajoute aussi ce côté anxiogène pour des gens qui c'est logique d'avoir, ils ont tout à fait le droit d'avoir cette crainte-là, mais effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de facteurs anxiogènes, quoi. Exactement. Donc, les facteurs anxiogènes font qu'on n'a pas envie, effectivement, de se mettre dans une situation de complexité ou de créer des humains et on ne sait pas effectivement dans quelles conditions ils vont devoir vivre dans le futur. Donc, ça, moi, j'arrive tout à fait à le comprendre. Et je pense que le choix de ne pas faire d'enfants dans des conditions pareilles, il est tout à fait légitime. Donc, la question qui se pose au niveau culturel, au niveau d'un État, c'est comment on fait pour qu'on inverse la tendance. Le problème, c'est que tous les systèmes qui sont les systèmes capitalistes extrêmes, alors j'ai rien contre le capitalisme fondamentalement, hein, je tiens à le préciser, je pense que la capacité de créer des emplois, de produire, c'est important, mais quand on est dans un système de capitalisme extrême et dominant, on se retrouve dans des situations finalement qui viennent tout mettre en l'air. Hein, donc, comment on peut arbitrer sur des choses comme ça? J'en ai absolument aucune idée. L'IA est un phénomène qui est mondial. On a une grande lutte entre les Américains et les Chinois sur ces sujets-là.
On est un petit peu à la ramasse aujourd'hui en Europe. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. On est même beaucoup à la ramasse. Donc, on est principalement des utilisateurs de l'IA. Maintenant, comment on peut inverser la tendance? Ou faudrait-il inverser la tendance? Je ne sais pas encore. Je suis bien content de ne pas être un homme politique en charge de ce genre de décision, pour être tout à fait juste. Est-ce que pour toi, il y a des métiers qui clairement là vont apparaître? Quel type de métiers vont avoir mes enfants dans 10 ou 15 ans? En fait, je précise ça parce que j'avais assisté à une conférence sur l'IA il y a, je pense, 5-6 ans. Et le conférencier à ce moment-là disait, je crois, 60% des métiers que vont faire vos enfants n'existent pas encore. Et je me dis, waouh, mais c'est une dinguerie en fait. Oui, alors, en fait, c'est parce qu'ils ont évolué. On l'a vu arriver d'ailleurs avec Internet. Quand tu vois avec Internet, tu as des gens qui créent des sites web. Après, tu as des gens qui se sont mis dans le marketing, sur le SEO, pour Search Engine Optimization. Donc, en fait, il y a plein de métiers qui sont créés à chaque fois. Dans le domaine de l'IA, il y a plein de métiers qui se sont créés de manière automatique. Des formateurs qui sont spécialisés dans l'IA. Il y a des gens qui développent des solutions IA. Ça n'existait pas avant. Il y a des personnes... Alors, si on prend un autre exemple, un autre exemple, c'est le vibe coding. Le vibe coding, je suis informaticien au départ, j'ai appris une 50aine de langages de programmation dans ma vie professionnelle, et donc aujourd'hui, je me fais toujours plaisir en codant, d'accord? En codant, sauf que maintenant, j'utilise les IA pour m'aider à coder. Et je dois dire que le code qui résulte des IA, il est impressionnant. Il est meilleur que le code que j'aurais généré moi à la main directement, et beaucoup plus vite. Alors par contre, je sais quoi demander à une IA. C'est-à-dire, je sais, par exemple, quand je veux créer quelque chose, je connais l'architecture globale de ce que je veux mettre en place et pourquoi je veux mettre cette architecture en place. Parce que je sais qu'est-ce que ça veut dire d'être en production après avoir créé un produit. Je sais ce que c'est que les problèmes de maintenance pour avoir créé plein de produits avant. Et en fait, ça, si on n'est pas informaticien, on peut créer des applications mais qui vont avoir une durée de vie limitée parce que tout ce qui est production et maintenance est en dehors du domaine de compétences des gens qui font ça. Et ça va changer. Donc, ça va changer dans le bon sens du terme. Aujourd'hui, c'est limité. Je suis persuadé que dans un temps relativement court, n'importe qui va être capable de développer une application qui tient la route et qui va être pérenne. Donc, est-ce qu'on va pouvoir parler que ce sont des nouveaux informaticiens? Non, même pas. Ça va être des créateurs d'applications, des développeurs d'applications, quelquefois des exploiteurs, au sens exploitation du terme, d'applications. Ça n'existait pas avant. Voilà. Mais est-ce que je suis capable de dire tout ce qui va exister? Non. Il faut s'attendre à une très grande créativité dans ce domaine-là aussi. Mais c'est intéressant parce que tu disais en préambule que pour toi l'humain restait à la base de la création. Et moi je te le disais pour avoir testé, parce que dans nos métiers d'écriture notamment, il y a eu ce truc-là de dire oui, les studios vont faire écrire les scénarios par des IA. Alors honnêtement, je pense que vous qui nous écoutez, si vous avez déjà testé, la qualité des écritures de scénarios d'IA, c'est un peu à mourir de rire. Et d'ailleurs, il y a un très bon compte TikTok dont je me rappelle plus le nom, mais en fait, c'est 2 comédiens qui à chaque fois demandent à ChatGPT de générer un petit scénario de 3 minutes qui joue du coup et qui diffuse sur TikTok et c'est drôle tellement c'est nul. Donc c'est assez génial, mais par contre, comment elle peut stimuler notre imaginaire? Parce que comme on en parlait tout à l'heure, moi, la génération d'images a été vraiment un enclencheur pour 2 nouvelles choses. Mais comment toi, tu l'appréhenderais? Comment tu l'adresserais? Comment tu la prompterais pour t'aider à devenir plus créatif et plus imaginatif? Alors, l'innovation est basée sur... l'innovation et la créativité, d'accord? La créativité, c'est trouver une solution originale à un problème connu. C'est une des capacités de la créativité. Après, tu as la créativité effectivement artistique, et on peut considérer d'ailleurs que quand on fait une vidéo, on fait une créativité artistique, de la même manière que tu peux écrire un livre, tu peux faire une peinture, c'est d'autres formes de créativité. Je considère que la créativité est déclenchée, en tout cas pour moi, par plusieurs paramètres. Un premier paramètre, c'est la sérendipité. La sérendipité, c'est quand je vais à un endroit précis, sans un but particulier, je peux découvrir des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et ça me fait réfléchir, et ça me fait devenir créatif en assemblant des éléments, en assemblant des concepts qui n'étaient pas prévus pour être assemblés ensemble. Et du coup, ça crée quelque chose de différent. Si tu veux utiliser aujourd'hui une IA pour devenir créatif, il faut lui mettre des contraintes, justement pour créer ce semblant de sérendipité, en lui disant, par exemple, utilise un milieu particulier. Alors, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme milieu?
Je raconte, là je pars complètement en vrille. Vas-y. Ça peut être n'importe quoi. Imagine par exemple qu'on parle de nageurs de compétition, d'accord ? Alors pourquoi je dis nageurs de compétition ? C'est parce qu'hier je revenais de l'Est de la France après une conférence et dans le train j'avais une équipe sportive universitaire avec des médailles. Ils avaient gagné quelque chose manifestement les gamins et donc voilà, ça m'a resté imprimé sport. Je sais pas du tout si c'était des nageurs ou pas, mais peu importe. Du coup, ce qui m'est venu dans l'esprit maintenant, c'est des nageurs de compétition. Créer un dialogue avec des nageurs de compétition sur la difficulté de trouver un partenaire dans leur vie de tous les jours. Donc, le fait d'avoir créé quelque chose qui n'était pas prévu à la base, si tu veux, c'est tu vas pas travailler sur ton environnement, mais sur un environnement différent. Et puis, tu vas rajouter une contrainte supplémentaire qui est les gars sont en déplacement à Bucarest, en Roumanie. D'accord ? Et avec tout ça, tu vas créer quelque chose d'inexistant, de différent. Et puis, tu peux préciser des choses complémentaires, ce qui va emmener une créativité supplémentaire avec, tu vas dire, par exemple, il y en a un qui est bègue, puis... et donc, en fait, tu vas créer toutes ces contraintes, ce qui va faire que le résultat final va être complètement unique et tu vas aller chercher quelque chose au tréfond de l'IA comme tu aurais cherché au tréfond de ton cerveau. Sauf que ce qui va être intéressant, c'est que tu vas dire à l'IA, basé sur les contraintes, donne-moi 10 idées. Et là, elle va te sortir 10 idées. Peut-être que les 10 seront nuls, tu vas en redemander 10. Et peut-être que sur les 10 qui suivent, il y en aura une, tu vas te dire « Ah, j'ai envie de creuser celle-là ». Oui, et après, ton cerveau, enfin en tout cas dans ces métiers de création, ton cerveau il switch, il se met dans une sorte de mode, il prend la mauvaise idée, il la change, dit ouais mais attends, l'angle qu'il m'a proposé est pas bon, mais si je me mettais comme ça, de ce point de vue-là, ça change, et d'un coup t'as une sorte d'assistant brainstorm, quoi. Exactement. Et en fait, c'est comme ça que je vois l'IA dans beaucoup de cas, c'est qu'elle nous permet de réfléchir différemment, de prendre des perspectives différentes, auxquelles on n'aurait pas pensé en temps normal, parce qu'on reste limité dans nos capacités. Et ce côté sérendipité, pour moi, il est super important pour la créativité et l'innovation. La créativité étant un des points de départ de l'innovation. Oui, parce qu'il y a un truc qui me fait... Alors, ça me fait toujours rire sur les réseaux, mais je vois les gens qui utilisent l'IA pour la première fois, notamment en général ChatGPT, parce que c'est aujourd'hui quasiment l'outil le plus courant pour le grand public, mais t'as des textes avec des monophrases sans verbe, que 3 petites phrases qui se succèdent très très courts. Je suis certains groupes d'auto-édition, d'écrivains amateurs, parce que des fois je regarde s'il n'y a pas des idées ou des gens qui peuvent être vraiment pertinents à accompagner, mais les couvertures elles se ressemblent toutes. Est-ce que pour toi finalement est-ce que l'IA amène aussi une certaine standardisation? Et j'ai presque envie de dire, c'est un peu comme des programmes de télé-réalité versus un Spielberg que tu vas aller voir au cinéma. Est-ce qu'on va avoir voilà ce truc de standardisation, et puis à l'intérieur de ça, en fait, je vais résumer, est-ce que 90% de ce que va faire l'IA créativement va pas être ouf finalement? En fait, c'est la raison pour laquelle je te disais qu'il fallait lui donner des contraintes, parce que si tu lui donnes aucune contrainte, elle va se baser uniquement sur ce qu'elle connaît déjà. Et ce qu'elle connaît déjà, effectivement, ça va être le côté totalement standard, ça va être tiède, ça va être... Donc oui, l'utilisation que vont faire la plupart des utilisateurs aujourd'hui, c'est ce côté tiède, ce côté où il y a effectivement des méthodes. Moi, par exemple, quand je nourris une IA, je lui ai donné mon livre. Alors mon livre, je l'ai écrit avant que les IA arrivent, donc au moins il n'y a pas de... Ah, mais t'es bête aussi, Philippe. Écoute, il suffisait d'attendre, ça aurait été tout clé en main. Eh ben, écoute, pas tant que ça, parce que le processus de création d'un livre, en tout cas pour moi, ça a été long, ça a duré 7 ans. Hein. 7 ans pour modéliser tout ce que j'avais fait dans ma carrière. Alors, t'imagines bien que ma carrière, l'IA la connaît pas. Les interactions humaines que j'ai pu avoir dans des petites entreprises et des grandes entreprises comme Apple, Sony ou Neopost, avec les luttes de pouvoir internes, avec les choix qu'on a dû faire, elle peut pas connaître, c'est impossible. Donc toute cette matière que j'ai réunie au bout d'un certain temps, eh bien, il a fallu que je la restructure pour modéliser ce que je voulais dire au sujet de l'innovation. Et en fait, je suis passé par 2 déclics pour la structure du livre qui ont été vraiment fondamentaux pour moi. Et ces déclics sont passés par le fait que j'étais curieux, que je suis allé voir ailleurs ce qui se passait. Et c'est là où j'ai trouvé la méthode pour réorganiser et modéliser les systèmes. Donc aujourd'hui, donner des contraintes fortes pour éviter le côté tiède de tout ça, c'est un lieu impossible, c'est un personnage contradictoire, c'est une émotion dominante, c'est une règle absurde, une référence
non cinématographiques, tu vois. Donc, tiens, je vais donner un exemple. Un autre exemple qui me vient comme ça. Imagine une scène de rupture inspirée par une panne informatique, un opéra italien et une réunion de copropriété. Ouais, pas facile. Tu vois? Ouais, pas facile. Eh ben, je propose. D'ailleurs, ce serait amusant. Je pense que d'ailleurs, l'opéra italien m'avait déjà perdu. Mais donc, imagine que tu donnes ça, et je propose d'ailleurs aux auditeurs de prendre cet exemple-là, de le balancer dans leur IA préférée, et de leur demander d'imaginer cette scène, hein, et de voir ce que ça donne. Et ils vont tous avoir des résultats différents. C'est ça qui va être intéressant, parce que là, on va créer des conditions qui vont être telles que l'IA ne peut pas sortir un truc qui est tiède. C'est pas possible. Dans ton parcours, il y a aussi quelque chose qui était intéressant. Quand on a échangé par téléphone, tu étais assez ouvert à en parler. C'était les états modifiés de conscience que tu as testés. Est-ce que tu es toujours OK pour qu'on aborde un peu le sujet? Bon, moi, alors, toute transparence, je vous le dis, moi, je suis assez fasciné par ça. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a maintenant 200 psychiatres et psychanalystes qui sont autorisés à utiliser des psychotropes pour travailler, en tout cas pour aider certains porteurs de troubles à aller mieux. Donc voilà, c'est quelque chose qui avance, mais on parle de ça comme une médecine moderne. Mais il faut savoir que les chamans en Amazonie utilisent l'ayahuasca depuis des centaines, si ce n'est des milliers d'années. Donc, et toi, tu as eu une expérimentation par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en parler? J'en suis à ma 3e expérimentation, pour être plus précis, avec des résultats qui sont très différents à chaque fois, et c'est ça qui est intéressant. L'objectif pour moi, évidemment, c'est d'expérimenter, de comprendre. Aux États-Unis, récemment, il y a le président Trump qui a déclaré l'utilisation de l'ibogaïne, qui est un extrait d'un arbuste africain qui a des capacités psychédéliques, pour traiter les syndromes post-traumatiques. Alors, pour les vétérans. Donc en fait, il y a une utilisation extrêmement pragmatique du sujet. Et là, je vais resituer pourquoi je fais ce genre de choses. Alors, j'adore comprendre. Oui, mais on précise aussi à tout le monde, le petit disclaimer, on vous dit pas de vous défoncer, bien évidemment. Non. Alors, là, on parle d'utilisation thérapeutique. Hein. C'est ça. Donc on parle pas d'utilisation récréationnelle. Récréative, voilà. Oui, récréative. Donc à chaque fois que j'ai fait ces expérimentations, c'était sous contrôle de médecins ou de personnes habilitées à le faire. C'est-à-dire que j'ai pas fait n'importe quoi. Alors, la raison pour laquelle je me suis intéressé à ça, c'est parce que je me suis posé la question, entre autres, qu'est-ce que l'IA peut faire et peut comprendre, et qu'est-ce que l'humain a d'unique quelque part. Donc, je remets ça sur le côté un petit peu du sujet d'aujourd'hui, qui est celui de l'IA. La dernière expérimentation que j'ai faite, c'était il y a 3 semaines au Costa Rica, où donc on était un groupe. On était accompagné par des spécialistes du sujet avec des indigènes locaux, et en fait on a utilisé de la psilocybine, qui est ce qu'on appelle entre autres les champignons magiques, mais même principe que l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une liane qui est mais qui a aussi des composants hallucinogènes ou alors on dit hallucinogènes ou psychotropes ou psychédéliques. Hein, tous ces termes-là, c'est à peu près la même chose. Et l'expérience que j'ai vécue avec cette substance, j'ai vécu des émotions et des visions que jamais, absolument jamais, l'IA ne pourra comprendre. Et pour moi, c'était une révélation absolue. Et alors maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi on peut faire ce genre d'expérimentation. Alors il se trouve que j'ai pas de syndrome post-traumatique à traiter. Dans le groupe dans lequel nous étions, il y avait un ancien joueur de hockey professionnel canadien qui a joué aux États-Unis, Daniel Carcillo. Et en fait, ce garçon-là, c'est ce qu'on appelle un crusher. Un crusher, c'est celui qui va rentrer dans les autres, tu sais, à toute vitesse, qui va les écraser contre les parois du ring de hockey. Donc, le gars, il s'est exposé physiquement au point qu'il a eu 7 différents traumatismes crâniens. Mais quand je dis des traumatismes crâniens, avec des impacts cérébraux. Ouais, qui est dramatique là-bas, ouais. Dramatique, oui. Et donc, dans ces impacts, il en est devenu dépressif, il en a perdu un moment partiellement l'usage de la parole, il n'arrivait plus à réfléchir, enfin, c'était dramatique. Et en fait, il a essayé plein de choses, tous les traitements conventionnels, il n'y en a aucun qui a marché, les antidépresseurs, il n'y a rien qui marche. Et donc, à force d'essayer de trouver une solution pour lui, pour survivre, parce qu'en fait, il en est devenu suicidaire, hein, eh bien, par chance, il est tombé justement sur la psilocybine. Et en fait, ce qu'on est en train de découvrir en ce moment, c'est que cette substance est en train de recréer de la plasticité cérébrale. Et donc, ça lui a réparé son cerveau.
Ça lui a réparé son cerveau, et c'est au point que maintenant il commence à devenir très public sur le sujet. Il y a une étude qui est faite en ce moment avec lui et l'université Johns Hopkins, qui est l'université de Baltimore, très connue aux États-Unis pour les recherches médicales. Et donc ils sont en train de faire une étude sur une trentaine de sujets qui ont eu des traumatismes de ce type-là, pour voir comment ils peuvent être réparés avec cette substance. Donc cette substance permet de traiter en une seule fois des syndromes post-traumatiques qu'on n'arrive pas à traiter avec des antidépresseurs sur des années. Alors, donc pour revenir à l'essence de l'expérimentation que je voulais faire, c'était de comprendre, d'aller pousser un petit peu les mécanismes humains pour comprendre comment l'humain pouvait être différent de ce qu'on pouvait imaginer avec l'IA. Et donc, cette partie-là, là, ce que je viens de dire, ça va probablement faire partie d'un sujet de conférence tôt ou tard, ou d'un module dans mes conférences, pour expliquer justement que l'IA ne peut pas remplacer complètement l'humain pour plein de raisons différentes. Et là, j'en ai eu la preuve. Alors, je ne parle pas de tout ce que j'ai vu dans la cérémonie à laquelle j'ai participé, parce que c'est probablement incompréhensible par quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Ouais. Donc, de ce côté-là, je ne vais pas chercher. Et puis, mon objectif, c'est pas non plus de dire faites ce genre de choses. Mon objectif, c'était vraiment de comprendre ces différences fondamentalement entre l'humain et l'IA. Donc, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. En gros, le fonctionnement du cerveau reste un mystère. On a quand même 86 milliards de neurones en moyenne dans un cerveau humain. Oui, il paraît qu'on est loin de les utiliser tous en plus. Certains moins que d'autres encore. Ouais, certains n'ont pas la lumière à tous les étages, comme on dit. Hein. Mais non, en fait, tout ça, c'est un mythe. Hein, le fait qu'on n'utilise pas tous nos neurones. Maintenant qu'on les utilise correctement, c'est plutôt le vrai challenge. Okay. D'accord ? Mais en fait, tous les neurones sont utilisés. Par contre, l'avantage de comprendre on a des fenêtres après l'utilisation d'un psychédélique, on a une fenêtre de plasticité cérébrale qui passe de quelques jours éventuellement à quelques semaines, pendant laquelle on peut changer un certain nombre de choses, on peut réparer des syndromes post-traumatiques, on peut arrêter des addictions. Aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, c'est le système absolument génial pour arrêter des addictions aux opioïdes. D'accord ? Donc, et en plus, ça provoque pas d'addiction. Oui, c'est presque le paradoxe de tout ça, quoi. C'est considéré comme une drogue aujourd'hui, alors que ça ne crée pas d'addiction. Et d'ailleurs, si je devais préciser très rapidement pourquoi ça ne crée pas d'addiction, je vais le faire, au moins pour l'éducation du public qui nous écoute aujourd'hui. Voilà, comme ça, on est dans le disclaimer total. Voilà. Tout ce qui est opioïdes, hein, donc opioïdes ou alors donc c'est héroïne, et puis aussi les cocaïnes et ce genre de choses, ça vient attaquer les récepteurs de la dopamine. Ça veut dire qu'à la première prise, en fait, ça peut créer une addiction, puisqu'on est shooté à la dopamine, et en fait, on a envie de recréer les mêmes conditions qui sont les conditions qui font qu'on a envie de recommencer. Hein. C'est l'impact de la dopamine. Tout ce qui est psychédélique, par contre, ça vient toucher aux récepteurs de la sérotonine. Et la sérotonine, elle, ne provoque pas d'addiction. Donc, en fait, alors ça ne veut pas dire qu'il faut abuser, attention, hein, c'est encore une fois... On prend des grosses pincettes, et je pense que ceux qui nous écoutent sont suffisamment intelligents pour le comprendre. Exactement. Donc, ça ne provoque pas d'addiction, et ça doit être utilisé pour un objectif qui est extrêmement précis, qui doit être contrôlé thérapeutiquement avec des spécialistes pour que ça ait un effet. Parce que si tu le prends de manière récréationnelle, ou récréative, eh bien, tu ne vas rien corriger du tout. En fait, il y a une préparation en amont, il y a la prise de la substance, et ensuite il y a ce qu'on appelle l'intégration, qui peut durer jusqu'à 1 ou 2 ans après pour traiter le sujet. Donc quelquefois, ça va durer 3 semaines, c'est bon, et pour certaines personnes qui sont un peu longues, ça dépend aussi des traumas à traiter, ça va prendre plus de temps. Mais ça n'a aucun sens de faire ça uniquement à titre récréatif pour la plupart des individus. Écoute, on arrive tout doucement à la fin de cet entretien, donc on va passer en mode mes questions et mes réponses vont être mes questions et tes réponses vont être un peu plus courtes. Je vais essayer d'en mettre le plus possible. Donc tu vas voir, ça va être un peu plus au tac au tac. Si tu avais 20 ans aujourd'hui, dans quoi tu investirais ton temps ? Eh bien, malgré le fait que je sois un technologue, je pense que j'investirais sur les sciences humaines. Parce que les sciences humaines resteront pour moi quelque chose de permanent. La technologie évolue en permanence. D'accord ? Ça, c'est donné, mais les sciences humaines, la compréhension de l'humain, je trouve ça absolument fascinant. Et je pense que c'est justement ce qui peut amener quelqu'un à venir influencer, à venir emmener des équipes
dans une direction qui est une direction vertueuse. À partir de quand on aura des films entièrement créés par IA au cinéma ? Alors ça pourrait être demain. Si ça tombe, ils sont en cours de préparation. Donc, là, ça devient une certitude. C'est juste le quand qu'on ne connaît pas encore, et ça pourrait être tout à fait demain. Le prochain film de Robert Redford qui sort en 2031, entièrement généré par IA, ça te parle ou pas ? Est-ce qu'on va faire revenir des acteurs morts ? Est-ce qu'on va faire du licensing sur des comédiens décédés ? Moi, j'en suis persuadé. Alors, ça va arriver, et c'est justement, ça a été justement l'objet de ce qui fait que mon brevet en 2005 n'a pas fonctionné. C'est parce que j'ai une opposition de la guilde des acteurs qui m'ont dit on refuse d'être dupliqué numériquement, et on refuse de se retrouver à côté d'un acteur avec lequel on n'était pas d'accord pour qu'il intervienne. Ah ouais, juridiquement c'est pointu, ouais. Ah, c'est très pointu, c'est extrêmement pointu. Donc en fait, tu as eu aussi la guilde des réalisateurs et des scénaristes aux États-Unis qui ont été vent debout contre l'IA. Et en fait, ils se rendent compte maintenant qu'il n'y a pas le choix, il va falloir s'y mettre d'une manière ou d'une autre. Maintenant, c'est les conditions dans lesquelles on s'y met qui vont poser la question. Évidemment qu'on va avoir des doubles numériques, et normalement, si je suis bien à l'actualité dans ce domaine-là, les ayants droit de ces acteurs vont toucher de l'argent pour chaque utilisation de ces doubles numériques, de ces jumeaux numériques. Ouais, je pense qu'on est à peu près d'accord que de toute façon c'est quelque chose qui va être un petit peu inarrêtable. Tu parles beaucoup de libre arbitre quand tu abordes l'IA. Est-ce que tu peux nous donner ton observation, ton point de vue, par rapport à ce mot ? Ça t'inspire quoi ? Si on nommait l'utilisation d'agents dits autonomes, aujourd'hui, une IA reste aux ordres d'un humain en règle générale. Et la question, même quand on crée un agent autonome, c'est jusqu'où allons-nous en termes de délégation vers un agent autonome pour que l'agent ne fasse pas n'importe quoi et vienne pas, si tu lui donnes ta carte de crédit, qu'il fasse pas n'importe quoi avec, d'accord ? Donc, on a tous le libre arbitre d'utiliser ou pas l'IA et de déléguer plus ou moins sur l'IA en fonction de la manière dont on se sent confortable, en fonction de la capacité de prise de risque qu'on peut avoir. Donc moi, je suis quelqu'un qui a pas trop de problèmes j'ai pas d'aversion au risque, hein, mais en général, j'essaye quand même de comprendre ce que je fais. Et je pense que l'humain a cette capacité que l'IA n'a pas aujourd'hui de libre arbitre. L'humain a cette capacité de réunir des informations autour de lui et de prendre des décisions qui sont pas forcément les bonnes d'ailleurs, hein, parce qu'on a tous des biais cognitifs qui sont significatifs, et donc on va prendre des décisions en fonction de biais. D'ailleurs, c'est ce que je fais dans mes conférences. J'ai des expérimentations avec le public qui sont délirantes pour ça, où les gens tombent de leur chaise, littéralement. Et non, quand je dis littéralement, évidemment, ils tombent pas de leur chaise. Hein, Oui, parce que ça fait déjà parce que t'es pas connu pour blesser autant de personnes en même temps. Mais par exemple, t'as un exemple, par exemple, de type de biais comme ça qui te... Ah ben, j'ai un exemple. Ouais, mais il faudrait que tu viennes assister à la dernière génération de mes conférences. Je pense que ce serait le mieux. Moi, je vais même lancer, on en parlera à la toute fin du podcast, mais effectivement, inviter toutes celles et ceux que ça a passionné à suivre ton travail, ouais. Ouais, ce que je peux te proposer, c'est lorsque je vais faire une conférence justement qui comporte cette capacité de faire comprendre aux gens les biais auxquels ils font face, et c'est essentiel pour l'innovation d'ailleurs. Hein. Eh bien, dans ce cas-là, si c'est dans la région dans laquelle tu es, je t'avertirai et tu me rejoindras. Tu seras invité, même si c'est une conférence privée pour une entreprise. Alors dans ces cas-là, je ferai un truc, c'est que si vous avez, vous, des questions qui nous écoutez, faites-les remonter. Et à cette occasion, dans ces cas-là, ça pourrait être le bon moment pour faire effectivement peut-être prendre des questions des auditeurs et des auditrices et refaire un épisode de complément avec cette expérimentation, et invitation que j'accepte bien sûr avec grand plaisir. Vous voyez, c'est intéressant de faire un podcast comme ça, on se fait rincer, c'est beau la vie. Merci Philippe. Oui, excuse-moi, et avant de tout ça, donc du coup, ta conclusion par rapport à cette notion de libre arbitre? Alors, oui, l'humain doit rester, à mon sens, la personne qui contrôle les outils. Si on laisse les outils contrôler l'humain, ça va pas aller du tout. Donc, ce libre arbitre, cette capacité de dire oui ou non, ou peut-être, ou pas maintenant, sur un sujet de ce type-là, sur l'utilisation de l'IA, est pour moi absolument fondamental. Pour finir, je te laisse le choix entre plusieurs questions. C'est grosso modo les questions que j'ai pas eu le temps de te poser. Tu choisis celle à laquelle tu veux répondre.
La première, c'est est-ce que tu as envie de parler de l'impact écologique des IA, dont on voit beaucoup d'articles et d'informations dessus, vu l'archi-consommation que ça a. Est-ce que tu veux nous parler plutôt du monde en 2061, selon ta vision des choses? Ou troisièmement, comment je fais pour me créer un putain d'agent IA qui découpe ce podcast, qui publie sur mes réseaux sans que j'ai rien à faire, parce que j'ai honnêtement 1 ou 2 séries à regarder en retard? Ok. T'as envie de répondre aux 3, je le sens tout de suite. Ouais, alors je vais prendre la première parce qu'elle est sur l'énergie, parce qu'elle me semble... Ouais, l'impact écologique. Voilà, elle me semble tout à fait pertinente aujourd'hui, et je pense qu'on a une responsabilité, encore une fois, en tant qu'humain, et là on en revient au libre arbitre, et en même temps à l'esprit critique, de faire les bons choix. Aujourd'hui, on regarde les data centers qui sont absolument monstrueux pour arriver à faire tourner des IA, et les constructeurs de systèmes informatiques ou des puces, des composants technologiques qui sont au cœur de l'inférence ou de l'apprentissage de l'IA, sont tous en train de travailler sur des optimisations qui permettent de réduire cette énergie. Quand on regarde ce que fait un data center par rapport à ce qu'on est capable de faire dans un cerveau, un cerveau, ça consomme à peu près 45 watts, juste pour donner un ordre d'idée, alors que les data centers, on parle de gigawatts. Donc, on a des dimensions qui sont extrêmes. Alors, évidemment, on n'a pas la même chose dans un data center que dans un cerveau, puisque dans un data center, on va avoir aussi l'ensemble des informations que les IA vont récupérer du monde entier, qu'un cerveau ne pourra jamais contenir. Juste pour un exemple, il y a plus de 4000 publications médicales qui sont faites tous les jours, c'est-à-dire à peu près 1 toutes les 20 secondes. Aucun médecin est capable de suivre ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine des publications médicales. Il n'y a que les IA qui sont capables de suivre ça. C'est là où on voit justement l'intérêt de la capacité de ces data centers. Mais ils bouffent vraiment beaucoup d'énergie. Donc les fabricants des puces électroniques qui permettent de gérer l'IA sont tous en train de regarder comment ils peuvent réduire de manière dramatique la consommation. Et donc ça passe par des nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. On va passer par des puces qui sont orientées lumière avec la gestion de photons plutôt que d'électrons. Ça va très très vite et ça consomme beaucoup moins. Évidemment, on cherche à réutiliser les mécanismes des neurones des cerveaux humains. D'ailleurs, il y a des puces qui sont hybrides sur la base de neurones. D'ailleurs, c'est un petit peu effrayant parce que on a des micro-cerveaux qui sont en train d'être implémentés sur ces puces. Je pense que la réalisation aujourd'hui, il y a une course, il y a une véritable course à la fois à qui aura la meilleure IA et qui aura l'IA la plus performante en termes d'énergie. Et la réalité, c'est qu'on va arriver à ça tôt ou tard. On va arriver à des IA qui vont être extrêmement peu gourmandes en énergie, qu'on peut faire tourner sur un téléphone sans venir exploser la batterie de son téléphone. Et on va avoir des IA distribuées un petit peu partout qui vont bénéficier d'énergie renouvelable en permanence, d'énergie solaire. On va avoir des IA de proximité. Donc je pense que ce phénomène d'utilisation d'énergie est un phénomène transitoire. Mais en disant ça, je peux me tromper, parce que dès l'instant où on arrive à optimiser, c'est pas impossible que ce qu'on appelle les hyperscalers, donc les gens qui font tourner les data centers, se mettent à utiliser encore plus de systèmes avec les mêmes niveaux d'énergie, mais encore beaucoup plus puissants. Donc en fait, c'est toujours pareil, il y a cette course à la domination, et ça, c'est ce qui me gêne le plus, c'est cette course à la domination qui fait que ça vient perturber complètement des données qui sont pourtant essentielles aux humains, à savoir la capacité d'utiliser l'énergie à un prix qui est raisonnable pour une vie normale. Ouais, ça c'est un vrai sujet. Très bien, écoute, je te remercie d'avoir passé cette heure et demie avec nous. Où est-ce qu'on te suit et comment on te contacte pour assister à une de tes futures conférences? Alors pour me suivre, j'ai un réseau de prédilection, c'est LinkedIn. Je suis présent aussi sur Insta, Facebook, mais c'est de manière épisodique, c'est-à-dire que c'est une fois toutes les morts des pour être tout à fait précis. Donc LinkedIn 100%. Ouais, LinkedIn 100%. Je publie normalement tous les jours sur LinkedIn. J'ai évidemment un site web qui est mon site web sur lequel on peut... Alors, je publie pas sur mon site web, mais en fait, je publie pas où sont mes conférences. Donc, ça, ce sont des conférences qui sont privées pour la plupart des cas. J'ai peut-être 1 ou 2 conférences réellement publiques tous les ans pour des groupements publics pour lesquels je fais, dans ce cas-là, une communication, mais la plupart du temps, c'est privé. Donc le mieux, c'est de suivre tes posts LinkedIn pour avoir un petit peu ton point de vue sur l'actualité, sur ce qui change, sur ce qui évolue dans ce secteur-là de l'IA. Exactement. Alors, j'ai fait un choix éditorial sur LinkedIn, aussi bien que sur mon blog et sur mon site web. C'est de coller l'actualité, mais pas juste pour donner
ou retransmettre ce qui se passe en termes d'actualité sur l'innovation ou sur l'IA, mais c'est d'avoir un point de vue affirmé. D'accord ? J'ai toujours un point de vue sur l'actualité qui peut être un point de vue assez décalé en règle générale, mais en tout cas qui vient faire réfléchir. Et moi, ça, c'est le côté, ça c'est mon libre arbitre, pour revenir à ça. Mon choix, c'est de faire réfléchir les personnes qui me lisent, c'est qu'elles ressortent avec quelque chose qui les a informées et qui les fait réfléchir. Donc voilà. Eh ben écoute, très très bien. Je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous toutes et tous et toutes, enfin toutes, vous imaginez de qui je parle, d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve justement pour le prochain épisode dans 15 jours. Et maintenant, vous pouvez reprendre une vie normale, maintenant que vous avez plein de séquences dans votre vie. Allez, je vous dis à plus. Encore merci Philippe. Eh bien, écoute, merci David pour m'avoir accueilli dans ce super podcast. J'adore la manière dont tu interagis avec moi. Merci, je vais rester sur ce truc qui a flatté mon ego. Salut tout le monde.